notre première séquence consacrée au cadre légal, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Philippe Langlois, qui est à la fois avocat du cabinet Flichy-Granger, agrégé de la faculté de droit et professeur émérite de l'Université Paris X Nanterre, qui est aussi surtout un spécialiste reconnu du droit du travail, de la protection sociale et de l'épargne salariale notamment. Mon cher professeur, peut-être pour un premier point, on est un peu sur une actualité brûlante, on le sait bien, entre le projet de loi travail dit El Khomri, les éléments qui ont constitué sa genèse. Je pointe du doigt en particulier un rapport sur lequel nous avons échangé, notamment le rapport Césaro, qui était un élément important du contexte d'actualité. Le professeur Jean-François Césaro de l'Université Paris II Panthéon-Sorbonne, qui a remis à la ministre El Khomri en janvier 2016 un rapport portant sur le droit du renouvellement et de l'extinction des conventions et accords collectifs de travail. Mon cher professeur, quels points principaux retenez-vous de ce rapport? C'est un rapport extrêmement positif et qui, normalement, va aboutir dans la loi El Khomri, peut-être pas exactement comme je le souhaiterais, mais qui va faire réaliser de véritables progrès. Le problème, les deux domaines qu'il aborde, et qui sont repris dans la loi El Khomri, sans que le Sénat n'envisage une véritable évolution, sont d'abord la révision. Alors la révision, ça démarre sur une analyse de la convention collective. Je vais être très rapide sur cette analyse parce que c'est un débat académique qui dure depuis l'article de Paul Durand de 1936, donc voilà. C'est où un accord entre toutes les parties signataires, c'est-à-dire les 5 syndicats et l'employeur si c'est un. Soit, et ce qui, à mon avis, correspond à la réalité d'aujourd'hui, un accord conclu, mettons au niveau de l'entreprise, on peut ensuite élaborer sur la branche, entre un employeur, une partie patronale et une partie salariale. Ce qui a fait un progrès énorme dans les dernières années et qui va encore plus progresser avec la loi El Khomri, c'est que le législateur a donné à cette partie salariale des vrais instruments d'expression, puisque à l'heure actuelle, il faut au moins 30% avec un droit d'opposition de 50%, et dans la loi El Khomri, il faut 50%. Donc on peut dire que la partie à cet accord collectif, ce n'est pas les syndicats qui signent, c'est la collectivité salariale qui s'exprime selon les moyens que la loi lui donne par l'intermédiaire des syndicats représentatifs. Et ça change tout sur la révision. Parce que si la révision, c'est un accord avec tous les syndicats, il faut que tous les syndicats soient d'accord pour le faire évoluer. Ce qui veut dire qu'il y a eu des inconséquences dans les détails desquels je n'entrerai pas, de la jurisprudence à partir d'un arrêt Basirico de 1992, qui faisait que la négociation d'un accord de révision était extrêmement simple et extrêmement complexe. Si on prend l'analyse que je vous propose, eh bien, on conclut un accord de révision comme on conclut un accord lui-même. C'est-à-dire, si je veux réviser l'accord, eh bien, moi, l'employeur, je me mets d'accord avec les syndicats représentatifs et je révise l'accord, point. Il se trouve que le rapport Césaro, et c'était la petite réserve que j'émettais, n'est pas allé jusqu'au bout de cette analyse. Donc, du coup, il a pris une cote mal taillée en disant il faut, pendant un certain temps, l'accord de tout le monde, et puis après, au bout d'un certain temps, l'accord des seuls syndicats représentatifs. Donc, dans le projet de loi, on dit que pendant le cycle électoral, il faut l'accord de tous les syndicats, il faut la participation de tous les syndicats et adhérents. Et après la période électorale, au cours duquel l'accord a été conclu, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut négocier un avenant comme on conclut un accord. Je pense que cette complication est inutile et si on pouvait faire évoluer le projet vers la simplicité, je pense que ça faciliterait la vie des entreprises. Ce qui est très positif malgré tout, c'est que même si c'est un peu compliqué avec cette cote mal taillée de la loi El Khomri, il n'y a plus véritablement maintenant d'obstacle à la révision et donc à faire en sorte que les accords collectifs restent vivants. Les deux autres aspects abordés par le rapport Césaro et qui sont repris dans la loi El Khomri sont très très positifs. D'abord, évidemment, c'est pas très agréable pour les profs parce que c'était quand même un de nos domaines de débat essentiel. C'est la disparition de la distinction entre les avantages individuels et les avantages collectifs. En fait, lorsqu'une convention collective vient à expiration, s'il n'y a pas d'accord de substitution, les avantages individuellement acquis s'incorporent au contrat de travail.
Qu'est-ce que c'est un avantage individuel? Qu'est-ce que c'est un avantage collectif? On s'est battu à plat de couture par articles interposés et le rapport Césaro et la loi El Khomri prend la mesure qu'il faut, c'est-à-dire ce qui reste, c'est simplement la rémunération mensuelle. Plus de débat inutile. Au bout de, s'il n'y a pas d'accord de substitution, les salariés conservent leur rémunération individuelle et ensuite, eh bien, on va négocier comme on négociera. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, et là, c'est lorsqu'il y a une remise en cause, c'est-à-dire une fusion, une scission ou une cession. C'était très compliqué avant, parce que comment préparer la cession? On appliquait les règles, donc il fallait, l'accord restait en place pendant 15 mois, donc ça veut dire pendant 15 mois, il y avait l'accord de l'ancienne entreprise, plus l'accord de nouvelle entreprise, avec combinaison des deux, pendant 15 mois, puis au bout de 15 mois, il y avait incorporation des avantages individuels acquis, c'était très compliqué. Or, et on ne savait pas comment négocier cet accord de substitution. Et là, la loi réalise un véritable progrès, en ce sens qu'il y a deux négociations possibles. D'abord, dans l'entreprise dans lesquelles il va y avoir le départ des salariés. On peut d'ores et déjà négocier l'accord de substitution, de telle sorte que lorsque les salariés vont aller dans l'entreprise d'accueil, ils auront leur accord de substitution et par conséquent, le régime juridique qui leur sera applicable sera connu et il n'y aura pas la combinaison des deux accords. Mais il y a mieux. Si possible, et ça peut extrêmement faciliter la vie des salariés, c'est qu'il peut y avoir la négociation collective dans les deux entreprises, l'entreprise de départ et l'entreprise d'accueil. L'idée, c'est que tout le monde se met autour de la table et on négocie ce que sera le statut collectif de l'ensemble des salariés une fois qu'ils seront transférés. Donc, cette négociation qui, à l'heure actuelle, était impossible, eh bien, est une négociation qui, maintenant, est non seulement possible et a le label de la loi et devrait considérablement faciliter les relations collectives dans cette hypothèse de fusion, cession ou restructuration. Qui n'ont rien d'anecdote. Hein. On sécurise la situation dans des moments que vivent les entreprises tous les jours. Enfin, les fusions-acquisitions, ça n'a rien de caractère extraordinaire. Alors, le deuxième point est évidemment un point, c'est l'organisation de la négociation collective. Alors, il y a deux débats dont le deuxième est hyper connu, puisque, enfin, on y reviendra, c'est la hiérarchie, mais il y a d'abord, à mon avis, pour moi, une question. C'est qui signe les accords collectifs. Et là, il y a une divergence de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui me semble intéressante, d'autant que je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas laquelle choisir des deux. J'ai des petites idées, mais je n'ai pas d'opinion. Donc, éventuellement, lors des débats ultérieurs, on pourra peut-être s'interroger. Alors, ce que dit l'Assemblée nationale, c'est pour signer un accord d'entreprise, il faut avoir les voix de 50%, les résultats des élections professionnelles en entreprise, au moins 50% des suffrages. Donc, il faut là les 50%. Si les signataires n'ont pas 50%, mais qu'ils ont 30%, à ce moment-là, ils peuvent demander l'organisation d'un référendum, et si ce référendum est organisé, à ce moment-là, et s'il y a la majorité au référendum, l'accord est valable, s'il n'y a pas la majorité, l'accord est caduc. Le Sénat, lui, a opté pour le système actuel, en le modernisant, c'est-à-dire qu'on maintient les 30%, et il y a un droit d'opposition pour ceux qui ont 50%. Et s'il y a une opposition de 50%, on peut demander l'organisation d'un référendum. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'il faut demander les 50% ou les 30% ? Pour l'Assemblée nationale, les 50%, c'est évidemment la légitimité des accords d'entreprise qui a une interférence avec le débat ultérieur, puisque s'il y a 50%, cette légitimité des accords d'entreprise est tellement forte qu'on comprendrait qu'elle s'impose aux accords de branche. Alors, pour le Sénat, et cette préoccupation n'est pas négligeable, ce n'est pas si évident que ça d'obtenir les 30%. Donc, c'est un risque de paralysie de la négociation collective. Et là, d'entreprise, c'est la raison pour laquelle je pense que le débat est ouvert. Pour ma part, il y a quelque chose que j'ai... Mais ce sont des idées, ce n'est pas une opinion tranchée. Hein, je pense que là, il y a matière à débat.
J'ai toujours été assez hostile, mais c'est subjectif encore une fois, au processus d'opposition. Parce que l'opposition, c'est quelque chose de me semble-t-il, de malsain dans la négociation, puisque la négociation est arrivée jusqu'au bout, paf, on la casse par l'exercice du droit d'opposition. Ce qui explique d'ailleurs qu'en pratique, le droit d'opposition soit relativement peu exercé. Et en outre, cette histoire du référendum, en cas d'opposition, ça veut dire qu'il peut y avoir, faire apparaître une opposition entre les 55% qui ont voté pour les syndicats opposants et les 50% qui vont voter pour le référendum. Donc, autrement dit, ce référendum risque de mettre les salariés en contradiction avec ceux pour lesquels ils ont voté et ceux pour lesquels ils vont adopter. Donc, c'est pour ça que cette technique du droit d'opposition mérite discussion. Je passe très rapidement, pour ce que le temps nous est compté, sur les accords de préservation et de développement de l'emploi, qui se substituent plus ou moins d'ailleurs, c'est ce que voudrait le Sénat, mais ce que n'a pas encore fait l'Assemblée nationale, aux accords sur la mobilité professionnelle et géographique. Donc ce qui est important, c'est que ce sont des accords en vue de la préservation et du développement de l'emploi, préservation et développement de l'emploi, conclus dans les entreprises. Et là, il y a deux techniques qui sont un peu révolutionnaires, c'est pour ça que j'en dis quelques mots rapidement. C'est d'abord la substitution des clauses de l'accord collectif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Ce serait la première fois qu'un accord collectif s'impose au contrat de travail. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable pour être noté. Et ensuite, s'il y a, après ça évidemment, le salarié, il y a une modification de son contrat de travail par l'accord collectif et il y a une possibilité d'opposition. Et là, ça ne constitue pas un licenciement pour motif économique et il repose sur une cause réelle et sérieuse. Donc, autrement dit, c'est un élément très efficace, mais ce qui me semble très important, c'est par rapport à ça. Je signale la facilité, le fait qu'on a un régime juridique intéressant pour les accords de groupe et les accords d'entreprise. On en discutera si vous voulez. Et enfin, dernier point que tout le monde attend, évidemment, sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire d'ailleurs, c'est la prééminence de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Quelle articulation entre les niveaux de négociation? Voilà. Donc, c'est le fameux article 2 qui justifie que là, aujourd'hui, c'est uniquement autour du bassin de la Bastille, du bassin de l'Arsenal, que la manifestation se tiendra. Alors, première précision, ce fameux article 2 ne régit que la durée du travail et les congés. C'est-à-dire que la remise en cause de la hiérarchie des normes n'est pas de la hiérarchie accord collectif, accord d'entreprise, n'a pas disparu. Reste l'article 2253.3 qui dit qu'un accord de branche peut toujours s'imposer à un accord d'entreprise. Sauf maintenant, évidemment, et c'est l'exception nouvelle, à propos de la durée du travail et des congés pour lesquels le législateur prévoit explicitement que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Et ce qui est très intéressant dans cet article 2, c'est que, en fait, tous les textes sur la durée du travail sont organisés selon une séquence tripartite. C'est-à-dire que vous avez d'abord les dispositions d'ordre public, c'est-à-dire celles auxquelles on ne peut pas déroger, puis ensuite vous avez l'espace de la négociation collective, et à chaque fois on précise ce qu'est que c'est accord d'entreprise ou à défaut accord de branche, au moins c'est clair. Ça existait déjà avant la loi Aubry, cette formulation, mais elle n'était pas généralisée, et en particulier sur les heures supplémentaires. Maintenant, elle est généralisée. Prééminence de l'accord d'entreprise sur l'accord de groupe en ce qui concerne la durée du travail. Et enfin, disposition supplétive, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, il y a des dispositions qui s'appliqueront pour mettre en œuvre la réglementation sur la durée du travail. Ce qui est remarquable, c'est que le domaine de l'article 2 est très large, puisqu'il vise à peu près tout ce qui concerne la durée du travail, sur la durée du travail, le travail de nuit, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés, etc., etc. Ceci étant, la généralisation de la répartition tripartite sur l'ensemble des domaines de la durée du travail ne va pas aussi loin qu'on le suggérait, parce que dans certains cas, ça ne va pas très loin. Alors, et j'en terminerai là, il y a un article 2 à nouveau qui a été ajouté par l'Assemblée nationale, et je ne peux pas le présenter autrement qu'en le lisant,
parce que c'est le genre de littérature qui est destinée à arrondir les ongles et par conséquent dont on ne peut pas savoir précisément quelles vont être les conséquences. Autrement dit, c'est du jargon administratif. Alors, c'est pour ça que je le cite tel quel. Les commissions paritaires, c'est les commissions paritaires. Donc là, il y a aussi des choses très intéressantes sur la négociation de branche, le préambule des commissions paritaires, dont l'action est renforcée, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc les commissions paritaires dressent chaque année un bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre de ce qu'on vient de voir. Et en particulier, l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés, sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, c'est ça la phrase qui me semble un peu extraordinaire, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Donc voilà un texte de compromis dont on voit très bien quelle va être la destinée. Et la destinée, là c'est par dérision que je le cite, c'est que ce texte a été repris par M. Martinez dans des termes évidemment beaucoup plus contraignants que je ne vous citerai pas.